Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. La dernière ligne droite pour les candidats au baccalauréat avant la redoutée épreuve de philosophie. Mercredi prochain, les lycéens se préparent et passent déjà leur première matière. Reportage dans les pas d'un candidat de Via ATV dès le début de ce journal. Et si vous passiez de l'essence ou du diesel à l'électrique, la tendance rétrofit se développe dans l'automobile. C'est le cas notamment en Bretagne, comme nous le montrera TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme dans un instant. Autre tendance que nous vous ferons découvrir dans ce journal, celle du vin en canette. Une exploitation girondine vient de lancer cette production d'un nouveau genre. Objectif, séduire un autre public, nous dira TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Fort comme un bœuf, vous connaissez, c'est sûr l'expression, eh bien, elle se démontre de plus en plus dans nos champs. La rédaction de Vosges Télévisions nous parlera en fin de journal de la traction animale. C'est un rituel de la vie étudiante. Les épreuves du baccalauréat ont déjà débuté pour les élèves en terminale professionnelle. La fameuse épreuve de philosophie, elle, c'est mercredi prochain. Et quelle que soit la filière, les élèves entament leur dernière ligne droite dans les révisions. Heureusement, dans ce moment si important, ils peuvent parfois compter sur le soutien de leurs proches. Exemple avec la rédaction de Via ATV en Martinique qui a suivi la préparation matinale d'un candidat. Reportage signé Robin Paris et Loïs Régis. Croissant, pastèque et orange, un petit déjeuner de champion pour Alan avant de prendre la direction du lycée. Il se prépare ce matin pour son épreuve d'histoire-géographie. Le soutien de sa famille lui permet d'évacuer la pression. Un peu stressé, après j'essaie de réguler le stress, mais ça va. Je sais qu'il va réussir, il apprend ses leçons, il révise bien, voilà, j'ai confiance en lui. Un brin superstitieux, le jeune homme se met en confiance avant le départ. Un t-shirt de la victoire, là, c'est pour la chance. Et puis ouais, là j'ai marqué, donc bon, je pense que ça ira, c'est bon. Puis vient le moment d'y aller. Petit contretemps, il faut faire demi-tour. Alan a oublié un document dans sa chambre. Pas d'inquiétude, maman veille au grain. On doit toujours vérifier que tout est OK. Sinon, voilà. En l'occurrence, c'est le cas. C'est le cas, voilà. Donc j'ai demandé et là il s'avère qu'il a oublié sa carte d'identité. Cette fois, c'est la bonne. Sur la route, il est encore temps de faire quelques révisions. Le lycéen ne lâche pas ses fiches. On a révisé ça au moins 3 fois dans l'année, donc j'espère que ça va tomber sur ça, bien sûr. Après j'ai révisé le reste, mais j'espère plus que c'est la guerre froide du coup. Arrivé au lycée professionnel du Robert, où se déroulent les épreuves, les élèves reçoivent de précieux conseils avant de plancher. Prenez le temps d'analyser. Si vous avez des cartes, regardez les cartes. Si on vous demande d'exploiter les documents, vous avez au moins la moitié des points qui se trouvent déjà. Donc prenez le temps. Les sujets arrivent sous scellés avant d'être distribués aux jeunes. C'est parti pour 4 heures d'examen. Comme Alan, ils sont plus de 200 à passer le bac pro cette année. Une semaine d'examen pour ces jeunes. L'an dernier, 96% des candidats ont décroché leur diplôme. Voilà, et évidemment, bonne chance à tous les candidats et candidates qui passent leur baccalauréat cette année. Bon courage. Le reste de l'actualité marquée, vous le savez, par les inquiétudes concernant la sécheresse en France. Actuellement, plus d'une vingtaine de départements font l'objet d'une restriction sur l'usage de l'eau. Parmi les territoires surveillés, celui de la Sarthe. Sur place, la situation n'est pas encore alarmante, mais reste préoccupante. Propos et images d'Anthony Piton pour LMTV Sarthe. Vous voyez qu'il y a quelques rochers qui dépassent un petit peu de ça et là. Et la rangée de rochers qui est encore un peu plus loin, et habituellement à cette période de l'année, c'est assez rare qu'on les voit, on les voit même quasiment pas. On est aujourd'hui très loin d'avoir des rivières qui coulent avec un débit naturel, on en prélève une part significative. Et donc effectivement, ça a quand même un impact de venir mettre en place ces restrictions, puisqu'on va permettre au milieu de souffler un petit peu, pas forcément de se reconstituer tout de suite, puisqu'on est quand même dans des périodes où il fait encore extrêmement sec et on a peu de réalimentation, mais on va en tout cas limiter les dégâts et éviter que ça se dégrade encore plus. Plus de masques dans la rue ni dans les transports, plus de queues pour se faire tester ou se faire vacciner. La crise de la Covid-19 est-elle terminée pour de bon ?
Difficile de le dire encore avec l'apparition ici ou là de nouveaux variants. Une chose est sûre en revanche, le virus ne connaît pas les frontières. Dans la Loire, vous allez le voir, les services de l'ARS ont décidé d'organiser une session de vaccination pour les déplacés ukrainiens. 21 personnes ont ainsi pu bénéficier d'une première, deuxième ou troisième dose du vaccin. Céline Ercilia était sur place pour la rédaction de TL7. Regardez. C'est dans le bâtiment L de l'hôpital de Firminy que s'organise aujourd'hui une session vaccination des réfugiés ukrainiens. Tout a été pensé pour faciliter l'exercice. Les formulaires ont été traduits en ukrainien et Olga est là pour interpréter. Ce sont les services de l'ARS qui ont proposé aux Ukrainiens de Londaine de participer et il faut s'adapter à tous les cas de figure. Toutes les situations, on a des personnes qui étaient déjà vaccinées mais avec des vaccins pas forcément reconnus en France. Donc on leur propose un vaccin, notamment le vaccin Pfizer. Ici, ou des personnes qui avaient reçu simplement une dose et on complète le schéma vaccinal comme on le ferait pour n'importe quelle autre personne. 21 Ukrainiens ont répondu présents aujourd'hui sans hésitation. C'est très important pour moi. Je n'étais pas vaccinée à l'Ukraine, donc c'est très important pour moi, pour ma santé, pour la santé de mes enfants et pour mon intégration aussi en France parce que je vais aller travailler. C'est une dose de rappel, je dois en avoir pour avoir un passe sanitaire pour pouvoir vivre tranquillement et pouvoir travailler. Et pour l'équipe, la vaccination est une machine bien rodée. Le docteur Jacques Charbonnier vaccine plus vite que son ombre. C'est combien j'en ai fait? J'en ai fait 10 000 ici. Voilà, je suis resté 14 mois, j'ai fait 10 000 injections à peu près. Depuis 3 mois, il a pris en charge la santé des réfugiés de Firminy. Il était temps de proposer cette vaccination. Alors la vaccination, ça n'a pas été la priorité en premier. La priorité, ça a été de rétablir les traitements. Et puis ensuite, on est quand même en France et le Covid n'est pas éradiqué. On en parle moins et c'est, comme vous a dit donc notre infirmière, c'est très très difficile de trouver un centre de vaccination dans la vallée de Londaine. C'est pour ça que j'ai insisté pour qu'on recrée une séance cet après-midi. Certains réfugiés devront faire une dose de rappel d'ici quelques semaines. L'ARS envisage d'organiser d'autres journées de vaccination pour les Ukrainiens. Laurent Berger était l'invité de l'émission Face au territoire jeudi dernier sur TV5 Monde. Le secrétaire général de la CFDT a été notamment interrogé sur le rôle actuel des syndicats dans la vie sociale du pays. Regardez cet extrait de Laurent Berger. Toutes les enquêtes d'opinion, et on va en sortir une au moment du congrès, montrent que la confiance dans les organisations syndicales et particulièrement dans la CFDT est en progression constante. La dernière enquête du CEVIPOF dit que les organisations syndicales, il y a 38% de citoyens qui leur font confiance. Alors vous allez me dire, c'est que 38%, mais c'est 10 points ou 20 points au-dessus des politiques et 10 points ou 20 points au-dessus des médias. Vous pensez que vous pouvez agir concrètement? Mais on peut agir, mais on le fait. Quand on obtient des augmentations salariales, la dernière exemple en date, c'est dans la propreté, pour augmenter les minimums de branches, pour qu'ils soient au-dessus du SMIC. On améliore la situation concrète. Quand on se bat pour de meilleures conditions de travail ou des augmentations de salaire dans telle ou telle entreprise, on obtient des avancées concrètes. Le problème, si vous voulez, c'est ce que vous avez dit dans votre question, c'est l'hypercentralisation. On a l'impression que ce qui n'existe en France, c'est Macron, l'hypercentralisation. Non, c'est pas. Ça serait trop facile de le dire comme ça. Il y a une part de responsabilité. C'est cette idée que nous ne pourrions trouver les solutions aux préoccupations que rencontrent les travailleurs et les Français qu'au niveau national avec des grandes décisions. Eh bien non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les territoires, dans les entreprises, dans les administrations, là où les gens vivent. Voilà, et Face au territoire avec Laurent Berger est à voir ou revoir sur les sites internet de nos partenaires Ouest France, Nice Matin, 20 minutes, France Antilles et La Montagne. Tout à fait autre chose, une inflation élevée et des chiffres du chômage qui continuent de baisser. L'économie française se trouve actuellement dans une situation peu commune. Parmi les secteurs qui recrutent, celui de la porcelaine. À Limoges, ville par excellence de la porcelaine, une entreprise recherche en ce moment 10 nouveaux salariés. Un sujet d'Alain Druot pour la chaîne 7 à Limoges. Une pyramide des âges qui a accéléré le renouvellement du personnel, une méconnaissance des métiers de l'industrie porcelainière. Et voici les manufactures en panne de candidats.
Haviland n'échappe pas au phénomène et recrute immédiatement 10 personnes, dont 6 au décor. Nous sommes à la recherche de nombreux profils, en particulier des profils de décalqueurs, décalqueuses. Donc ce sont les personnes que vous voyez ici dans cet atelier qui déposent les chromos sur les produits, sur les assiettes, sur les tasses, sur les pièces de forme, qui ensuite passent à la cuisson pour donner toute sa splendeur à la pièce. Des formations existent, mais l'entreprise prend aussi le pari de recruter des néophytes et de les former. La formation n'a pas forcément été aussi intense qu'elle aurait dû pour maintenir ses savoir-faire. Elle existe, fort heureusement, mais elle n'est pas suffisante aujourd'hui devant la nécessité de recrutement important. En 10 ans, les conditions de travail ont évolué pour redonner de l'attractivité au métier. Nous sommes sur des salaires qui sont sur 13 mois. Haviland a une organisation qui permet aux gens, notamment à la décalque, de ne travailler que 4 jours et demi par semaine. À la manufacture, sur la partie fabrication, les gens travaillent 4 jours par semaine. La société est en plein renouveau. Les candidats doivent contacter directement la manufacture pour une embauche dans les meilleurs délais. Connaissez-vous la tendance rétrofit? Il ne s'agit pas de musique ou de mode, mais d'une pratique automobile. En clair, le rétrofit consiste à remplacer le moteur thermique d'une voiture par des batteries électriques. Une solution de plus en plus prisée en France avec la flambée des prix de l'essence. Une solution aussi qui pourrait s'imposer avec la transition énergétique. Un reportage en Bretagne de TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme sur place. Cet utilitaire a plus de 10 ans et fonctionne sans bruit et pour cause, il est électrique. Idem pour cette 504 coupé de 1970. Des véhicules thermiques anciens qui n'ont plus de moteur essence, mais des batteries sous le capot. C'est le rétrofit. Le rétrofit avait été interdit depuis 1954 donc d'être faisable en France, avec un accord constructeur qu'il fallait pour pouvoir changer une motorisation. Et c'est ce que nous avons cassé en créant la filière du rétrofit électrique et en créant une réglementation avec le ministère des Transports, de l'écologie et tous les services d'homologation. La société qui installe ces moteurs électriques fait un tour de France pour convaincre des bénéfices du rétrofit. Le rétrofit séduit cette famille, prêt à en faire une activité professionnelle. Ça permet dans un premier temps d'éventuellement continuer à faire rouler des véhicules anciens qui donc ont des vieilles technologies et qui, à cause des nouveaux critères d'entrée en ville, n'ont plus le droit de rouler. Et donc ça peut éventuellement éviter de les laisser prendre la poussière dans un entrepôt. Autre avantage du rétrofit, son coût par rapport à l'achat d'un véhicule neuf, électrique, ce qui a séduit la banque partenaire du Tour. Le rétrofit présente le grand avantage d'être moins onéreux que l'achat d'un véhicule neuf, à peu près la moitié. Et donc ça permettra à des populations qui ont des moyens plus limités d'accéder à un transport propre avec une solution de financement adaptée. Selon l'ADEME, le rétrofit représente un marché français potentiel d'1 milliard d'euros pour convertir 65 000 véhicules thermiques en véhicules électriques dans les 5 prochaines années. Voilà, et puis il y a des choses qui ne semblent jamais changer. À Roland-Garros, un maître règne depuis plus de 15 ans, c'est bien sûr l'Espagnol Rafael Nadal. Mais au-delà des exploits sportifs, le tournoi parisien est aussi connu pour sa terre battue. Cette fascinante couche orange est produite dans l'Oise à partir de briques. Un savoir-faire chasse gardée d'une entreprise qui s'exporte dans le monde entier. Un reportage d'Agathe Poulet pour WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord. Regardez. On fait comme ça. Et après, elle doit marquer comme ça. Cette terre orange est l'un des symboles emblématiques de Roland-Garros. Dans cette entreprise, Christophe produit 60 tonnes de terre battue pour ce grand tournoi. Chaque année, cette usine Picard produit 2000 tonnes de terre battue à partir de briques venant du Nord. Un processus et un savoir-faire qui demande de la patience pour avoir une terre de qualité. J'ai allumé le broyeur et je vais faire tourner le tapis qu'on a préalablement rempli avec un produit un peu concassé. Donc après ça va aller dans le broyeur et ça va ressortir par ici. C'est tout un procédé, ça part de la brique, on broie au broyeur. Il y a un dosage, il y a un mélange à faire, ça reste que de la brique. Il y a aussi un taux d'humidité à respecter qui est très important, que ce soit au niveau du broyage ou au niveau du conditionnement. Fournisseur historique de Roland-Garros, c'est une grande fierté pour cet employé de fabriquer cette terre battue sur laquelle les joueurs internationaux s'affrontent. C'est un aboutissement du travail qu'on fournit dans l'usine
pour en arriver à ce résultat et qu'on voit des très grands joueurs jouer sur cette terre. Ça fait super plaisir. Cette fine couche de briques pilées made in Hauts-de-France est importée à travers le monde entier, comme en Chine ou au Brésil. Il est l'une des personnalités préférées des Français. Son travail, son humour et ses compétences font rêver petits et grands. Le spationaute Thomas Pesquet était il y a quelques jours à la Cité de l'Espace de Toulouse. L'occasion pour lui de rencontrer un public passionné et curieux quant à ses missions dans l'espace. Regardez ce reportage de Jean-Marc Lucas pour Via Occitanie. Thomas Pesquet, le Toulousain d'adoption, le spationaute chéri, était devant son public à la Cité de l'Espace. Des étoiles plein les yeux pour des fans conquis, des questions dans tous les sens. Que voit-on de la Terre quand on est tout là-haut? Ou encore, ça fait quoi d'être dans une combinaison? C'est qu'en fait, il est allé dans l'espace. Tout ce qu'il fait dans l'espace, tous les tests et tout le tralala. Comment il flotte, la pesanteur. Moi, je suis une gamine quand je l'entends parler, donc je trouve que pour les enfants, c'est génial. Il est câblé pour être un grand spationaute et ça fait rêver, quoi, forcément, parce qu'effectivement, on ne fera jamais ce qu'il a fait dans sa vie, quoi. Et puis parfois, face à son héros, on se montre humble. Est-ce que tu as envie d'être plus tard spationaute aussi? Un métier qui touche à l'espace, mais peut-être pas astronaute. Pourquoi? Je sais pas. Je trouve que ça fait un peu beaucoup. C'est l'entraînement. L'astronaute, c'est un peu être à l'école toute sa vie. Thomas Pesquet, après ses missions ISS, devient le nouveau Tintin avec pour objectif la Lune. Comment intéresser les plus jeunes à la littérature? La problématique n'est pas nouvelle et préoccupe les adultes à l'heure des consoles et des smartphones. Pour donner le goût de la lecture aux jeunes générations, la ville de Calvi en Corse vient d'organiser un salon du livre dédié à la jeunesse, uniquement à elle. Cet auteur et illustrateur locaux étaient notamment présents. Images et interviews réalisées par Benjamin Canac Manuvera pour Via Télé Paésé sur l'île de Beauté. Nous, notre propos, c'est de développer cet amour de la littérature, dans la mesure aussi où non seulement c'est la littérature plaisir, mais c'est aussi le goût des mots, le goût de la réflexion, et à l'arrivée, je dirais, la constitution d'un citoyen engagé dans la société. Voilà, direction l'Aube à présent dans cette édition pour découvrir un bel élan de solidarité. Louis, un petit garçon de 2 ans atteint d'une maladie rare, passera un été plus agréable grâce à la générosité de donateurs. Sa maman, que vous voyez sur ces images de nos partenaires de l'Est Éclair, a lancé fin avril une cagnotte pour équiper la maison d'une climatisation. Bilan presque 8 000 € récoltés en 2 mois, bien plus qu'imaginé au départ. Propos recueillis par Willy Billiard. Regardez. Louis est habillé en fait en pantalon et en t-shirt manche longue toute l'année pour le protéger de son environnement, pour pas qu'il se cogne, qu'il s'écorche, etc. Plus beaucoup de pansements, des genouillères, des coudières, enfin voilà, elle a quand même beaucoup de couches. Donc ce qui fait qu'il souffre déjà premièrement de la chaleur due à être trop habillé. C'est un été beaucoup plus serein, la tranquillité d'esprit, de se dire voilà le soir on n'est plus obligé de tout aérer et encore quand il fait vraiment très chaud on n'a pas beaucoup d'air, donc on met la clim, on est tranquille, Louis est au frais. La maladie sera moins pesante on va dire du coup cet été. Voilà une bien belle histoire dans ce journal et un très bon été donc à Louis et à sa maman. Cet été justement, parlons-en, vous profiterez sûrement des vacances pour passer du temps en famille, ou entre amis bien sûr, autour d'un verre. Eh bien sachez que pour s'adapter au marché, les vignerons n'hésitent pas à innover. C'est le cas d'un château en Gironde qui vient de lancer sa propre production de vin en canette. Oui, vous avez bien entendu, en canette. Logo, nom et emballage compris, tout a été pensé pour séduire un nouveau public dont vous ferez peut-être partie. Découverte sur place d'Yvan Branchy, journaliste pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. À l'œil nu, 2 vins parfaitement identiques, mais à un détail près, leur conditionnement d'origine. L'un provient d'une bouteille en verre, le second d'une canette en aluminium. C'est le fruit d'une idée plutôt saugrenue qui a longtemps germé dans la tête de Sébastien Furth, la 6e génération de la famille à reprendre ce domaine. Ça a été pendant le premier confinement. Comme beaucoup, il y a eu une énorme remise en question. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait de tout ce vin qu'on a dans les chais que plus personne ne veut quasiment.
Donc l'idée est venue de là. Le Bordeaux bashing, la mauvaise image des vins de Bordeaux. Donc on a créé une nouvelle gamme de vins. Un vin monocépage en blanc, rouge et rosé lancé en 2020. D'abord dans une bouteille type bourguignonne et plus récemment dans une canette en aluminium afin de s'adapter au marché actuel et d'initier une clientèle un peu moins expérimentée. Là, on a préféré partir sur un personnage un peu type hipster, des choses comme ça, ambiance un peu guinguette, montrer vraiment le côté un peu festif du vin. Et donc c'est pour ça que c'était vraiment un choix de notre part de ne pas mettre le nom de domaine. C'est un nom plus original, Gentleman Vigneron, pour marquer le changement de gamme et casser les codes de la bouteille traditionnelle. Des canettes produites sur place, mais qui en aucun cas ne prendront la place de leur grande sœur. Comme on a 20 hectares de vignes, on fait à peu près entre 120 et 150 000 bouteilles par an. Voilà, sachant que ça fait à peu près 1000 hectolitres de vin. Là, sur la canette, si on a fait 25 hectolitres de canettes, c'est tout. Donc voilà, c'est un petit pourcentage par rapport à ce que l'on produit habituellement. Soit 8000 canettes produites, chacune vendue environ 3,50 €. Un prix d'appel, car l'objectif à long terme est d'installer la canette comme une véritable alternative à la bouteille en verre. Et que ce soit en canette ou en bouteille ou en cuve même, profiter d'un verre de vin dépend aussi du lieu de dégustation. En Bretagne, une cave à vin en vrac vient de s'installer dans un monastère, oui, un espace atypique et apaisant comme a pu le constater Claire Villalon de la rédaction de TVR à Rennes. C'est un écrin de verdure en plein centre-ville de Vitré. Le monastère Saint-Nicolas est pourtant resté longtemps confidentiel. Mais depuis 2 mois, la mairie, nouvelle locataire des lieux, a décidé de proposer cet espace à des porteurs de projets. C'est avant tout du temporaire pour occuper le site pendant toutes les réflexions autour de la transformation future. Mais l'idée de la ville de Vitré, c'est de conserver quelques volumes, et notamment ceux qui aujourd'hui sont affectés aux différentes activités présentes. 4 projets ont pris place, les ateliers de teinture végétale Tinctoria, la troupe de théâtre La Canopée, l'association Tous au Verger et Cavrac, une cave-bar qui propose du vin en vrac. Donc voici nos 2 belles cuves en inox dans lesquelles on retrouve notre vin. Donc on a du vin de Pays de Loire parce qu'en fait on n'avait pas envie d'aller chercher nos vins trop loin, toujours pour une conscience un peu écolo. Donc on a du chardonnay et un Anjou rouge qui font partie de la viticulture raisonnée. Et donc en fait ce sont des cuves qui sont sous azote pour la conservation du vin, pour pas qu'il s'oxyde. Et pour se servir, c'est très simple. On a notre petit arbre à bouteilles, là ce sont des bouteilles consignées. On ouvre le petit robinet là, et puis comme par magie, le vin coule à flot. Pour le moment, Myrtille et Guillaume occupent les lieux jusqu'à fin décembre, mais ils espèrent bien pouvoir pérenniser leur projet. Quand on voit le cadre déjà pour venir travailler, c'est top. Et puis c'est surtout aussi les échos des Vitréens qu'on a, qui déjà nous disent qu'ils n'ont pas envie qu'on bouge et que le lieu est super. Donc ouais, bien sûr, on aimerait rester ici. Réponse en fin 2022 pour connaître l'avenir des lieux. En attendant, le monastère Saint-Nicolas vous accueille du mardi au dimanche et sera ouvert tout l'été. Voilà, et puis une pratique traditionnelle pour refermer ce journal, l'attraction animale. Elle revient au goût du jour dans nos campagnes, portée par une approche plus respectueuse de l'environnement. Des agriculteurs utilisent la force des animaux pour labourer les champs. Exemple dans les Vosges où les bœufs étaient à l'honneur il y a quelques jours. Fort comme un bœuf, on disait cela, un sujet de Marie-Danielle Rogovitz et d'Anne Didier pour Vosges Télévisions. C'était comme un retour dans le passé, une carte postale des pratiques agricoles d'autrefois. Et pourtant, l'attraction animale n'a pas disparu en France. Dans le village du Valtin, ce sont les bœufs qui étaient à l'honneur. Philippe Kuhlmann, fermier alsacien, forme régulièrement de futurs bouviers. Ceux qui doivent prendre la relève. C'est sûr qu'on n'ira pas du jour au lendemain et on ne va pas retourner vers tout le travail fait avec des animaux. Mais il y a quand même une agriculture à 2 vitesses qui s'installe et de plus en plus de personnes qui essayent de tendre vers l'autonomie alimentaire. Pauline, ostéopathe, elle souhaitait juste en apprendre un peu plus sur les animaux. Le guidage des bœufs attelés exige une attention maximum et de la confiance en soi pour ne pas se laisser dépasser par la force des bovins.
Moi, j'ai plus l'habitude de travailler avec les chevaux, donc c'est quelque chose qui est pas évident, mais je pense que c'est simplement une question d'habitude. On voit qu'ils ont de la force et qu'ils poussent. Un petit peu, oui. En même temps, ils ont un outil qui leur demande d'avoir beaucoup de force dans la tête, donc c'est assez puissant, il faut quand même faire attention. Ils ont une force colossale. Si on fait une erreur, qu'on se trouve en débardage, si on n'évite pas et s'ils sont en pleine traction, si tu te trouves devant un arbre et qu'ils viennent avec le joug, t'es ad patres, quoi, ça c'est sûr. Tu vas aussi au ciel ou en enfer, ad patres. Des travaux des champs qui ont fait le bonheur du public pour certains acteurs d'un jour. C'est plus naturel parce que les tracteurs, ça consomme beaucoup d'essence. Tu saurais les arrêter ? Non, ça a beaucoup trop de force. Le village du Valtin pourrait l'an prochain accueillir la rencontre nationale des bouviers de France. Voilà, c'est la fin de ce grand JT des territoires. Merci d'avoir suivi cette édition. On se retrouve très vite pour une prochaine édition. Au revoir à tous.